Ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Non pas avec Shai, on a enfin réussi à mettre Shai sur la touche. C'est Théo qui le remplace aujourd'hui. Il est Attends, indéboulonnable. On fait des complots, tout. Il n'y avait rien qui marchait. on va croire que c'est moi qui ai mis un produit dans sa bouffe ou qui ai crevé ses pneus pour qu'il soit pas là ce matin. Bah, t'es plus près en distance pour aller chez lui que moi, hein, donc moi j'y crois, C'est moi. vrai. Ouais, mais toi, t'as un réseau aussi. Bref, on s'en dira plus dans la prochaine Let's Session. Let's Session. Exactement. En attendant, je serai avec Théo pour débriefer du coup cette nuit de basket NBA avec un match en particulier dont on va parler Théo en ouverture. C'est ce choc entre Chet Holmgren et Victor Wembanyama. Je suis obligé de l'annoncer comme ça parce que si on se concentre juste sur le score, le Thunder a éclaté les Spurs. Pardonnez-moi l'expression, 140-114 à San Antonio. Voilà, c'est la première équipe de l'Ouest contre la dernière équipe de l'Ouest et ça s'est senti. Par contre, il y avait un vrai match dans le match entre Victor et Chet Holmgren. Donc voilà, premier choix de la draft 2023, deuxième choix de la draft 2022 et surtout les deux favoris pour le Rookie of the Year. Je te donne juste les stats avant de te donner la parole. Ouais. 24 points, 12 rebonds, 4 passes, 4 contres pour Victor en 28 minutes. Et pour Chet Holmgren, c'est 17 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 contres. Donc les deux ont Ouais, brillé contrairement à leur premier duel. Pardon. ouais, non, exactement. En fait, ce qui est cool, c'est que c'était le duel que tout le monde voulait voir. Et en fait, on a le sentiment que c'était aussi le duel que eux voulaient voir, en fait. Et moi, c'est ce qui me plaît, en fait, dans cette rivalité. C'est vrai que, tu sais, on parle souvent du fait que maintenant, les mecs jouent ensemble en AAU depuis qu'ils sont gamins, qu'ils sont potes, etc. Mais là, c'est vraiment pas le cas avec ces deux-là, parce que c'est deux gars qui ont une rivalité qui remonte à des années, en fait. Déjà, en équipe jeune avec Team USA et l'équipe de France. Rivalité on se rappelle dans les mock drafts qui sera le first pick. Finalement, Chet n'a pas joué sa saison rookie, donc ils jouent leur première saison ensemble. Et je trouve que tu sens que d'un côté comme de l'autre, ils veulent montrer que c'est eux les meilleurs dans ce duel. On a déjà parlé à plusieurs reprises du fait que Chet Holmgren, il y avait du fuck you en lui, là, comme on l'avait dit. Mais en fait, voilà, Victor aussi, c'est un super compétiteur. Et moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est ça, quoi. C'est ce côté. Dans ce match, tu sentais un moment, notamment dans le quatrième quart-temps, où il y a vraiment des face-à-face. Ils défendent l'un contre l'autre. Ils se répondent coup pour coup. Tu sens qu'il y avait la volonté de prendre l'ascendant sur l'autre. Et ça, finalement, ça reste relativement rare, j'ai envie de dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors au début c'est Jalen Williams qui a défendu sur Victor, donc ça nous a un peu privé. D'ailleurs, pardon, la rivalité, elle se poursuit presque même un peu en conférence de presse, surtout du côté de Victor. Où Holmgren a eu une déclat très classe, voilà, où il a joué le truc sur Victor est un super joueur. Forcément, c'est un peu particulier de l'affronter. Il faut être encore plus préparé, etc. Donc, je trouve qu'il a joué très classe. Mais bon, les journalistes ont tenté un peu voilà, de tester Victor sur le fait qu'au début, c'était pas Holmgren qui défendait sur lui, c'était Jalen Williams. Il a répondu, mais bon, de toute façon, on ne défend jamais vraiment un contre un, c'est toujours du deux contre un, etc. Il était dans le truc, donc il n'y avait pas vraiment, il y avait pas Holmgren au début. Effectivement, tu as raison, dans le quatrième quart-temps, il y a eu ces passages-là où c'était assez incroyable quand il y avait les deux face à face, le 3 points d'Holmgren sur la tête de Victor, Victor qui lui répond en dunkant dessus, en le brutalisant un peu dessous avant de lui donner un gros stare down. Tu sentais qu'il y avait l'envie vraiment ouais, de se rentrer dedans un petit peu, quoi. Surtout du côté de Victor, d'ailleurs, je trouve. Mais bon, après, c'était un peu spécial parce que le Thunder menait de 30 points, quoi. Oui, c'est vrai, mais il y a quand même ce moment où après, Chet prend une faute offensive en mettant un coup d'épaule. Il y avait quand même du répondant. Et en fait, ce qui est fou, c'est surtout quand on les voyait face à face, c'est que t'en oublies leur taille, en fait. Parce que du coup, c'est quasiment pareil. Tu les vois faire des démarquages d'extérieur, tu te poses plus la question. Après, tu dis, mais attends, c'est juste deux phénomènes totalement incroyables. Et notamment, voilà, offensivement, c'était cool de voir ce face-à-face parce qu'en fait, tu voyais que finalement, les problèmes qu'ils donnent aux autres défenseurs, eh ben, ils se les posent aussi l'un à l'autre, parce qu'ils peuvent shooter, ils peuvent attaquer, ils ont des moves, des contre-moves. Il y a un moment, Victor met un dunk assez incroyable, là, sur un drive direct, là, il arrive à l'enfoncer et finit au dunk. Tu te dis, mais en fait, c'est peut-être les deux seuls joueurs face à face qui peuvent faire ce type de move, en fait. Il n'y en a peut-être pas d'autres, même si Porzingis est aussi un phénomène, mais tu sais, il est quand même moins fluide, il est quand même moins habile ballon en main. Et en fait, tu as raison de le dire, voilà, c'était une rouste en fait logique de la part d'Okessi. Au bout du compte, c'était quand même assez excitant, notamment ce quatrième quart-temps. C'est cool que les coachs aient laissé les deux gars sur le terrain alors que le match était plié pour qu'on ait droit à ce face-à-face. Oui, parce qu'au final, ils ont beaucoup.
voilà, Marc Daigneault a insisté, non, mais c'est un Spurs contre Thunder, il n'y a pas de, y a pas de rivalité. On est dans la Rivals Week en NBA, donc la semaine des rivalités. La NBA avait bien prévu son truc, hein. D'ailleurs, petite ironie, c'est très sympa de faire une semaine des rivalités. Mais par contre, tu vois, la NBA, il n'y avait aucune image, en tout cas, alors j'ai pas rechecké, mais il n'y avait aucune image du moment où Wembanyama regarde super mal Holmgren après lui avoir dunké dessus. Donc tu vois, tu veux jouer sur le côté rivalité un peu, mais derrière, non, non, mais par contre, non, pas ça, parce qu'on est des gentils quand même. Tu vois, c'est juste, voilà, petite pique au passage. Mais oui, Daigneault a essayé de temporiser, mais il y avait clairement un duel. Et c'est pour ça qu'on peut parler de rivalité, même si le Thunder est bien avancé sur les Spurs en matière de résultats. Voilà, comme j'ai dit, c'est la première équipe à l'Ouest contre la dernière, quoi. Ouais, c'est ça. Il y avait pas. De toute façon, on s'en doutait et effectivement, au résultat, il y a pas eu photo. Ouais, bah, de toute façon, le Thunder, juste pour donner d'autres stats, il y a 32 points et 10 passes de chez Alexander. 22 points d'Aaron Wiggins en sortie de banc. Et je trouvais que Jalen Williams, bon, il ne fait pas le match de sa vie, hein, mais 13 points, 5 rebonds, 7 passes. Et encore une fois, il a vraiment quelque chose. Il y avait un journaliste des Spurs qui provoquait un peu en disant, mais de toute façon, Holmgren n'est même pas le meilleur joueur qui a été drafté en 2022 par OKC. Bon, en faisant référence à Jalen Williams, c'est un peu de la provoque, mais pour le coup, Williams, il est vraiment en train de bien monter en puissance. Non, t'as raison de le dire. Et puis, on ne sait pas encore ce que ça donnera cette saison là pour le trophée de rookie de l'année. Ça va se jouer jusqu'au bout. Mais tu sais déjà que sur le potentiel, OKC a quasiment ou aurait quasiment pu avoir 2 rookies de l'année de suite, quoi qu'il arrive, parce que Jalen Williams est arrivé pas loin au bout du compte derrière Paolo Banchero l'an dernier dans l'élection pour ce trophée. Et puis bon, cette année, on verra entre Chet et Victor. Mais ouais, belle équipe et beau joueur, effectivement. Jalen Williams, gros potentiel. Je pense que je mettrais Victor en 1 là tout de suite. J'ai l'impression que Wembanyama est repassé devant. C'est pas le trophée sur lequel je prends le plus en compte le bilan. Non, je pense aussi. Après, en fait, tu sais, leur course, leur rivalité me fait beaucoup penser à la rivalité entre Carmelo Anthony et LeBron en 2003, où tu Mm. avais d'un côté Carmelo qui jouait dans une équipe qui a fait les playoffs avec les Nuggets, et finalement LeBron qui était à Cleveland qui a pas fait, enfin, qui a pas fait les playoffs. Les deux ont fait des saisons assez extraordinaires d'un point de vue individuel. Il y a un petit peu ce côté-là, même si OKC est bien plus fort que l'étaient les Nuggets à l'époque de Carmelo. Mais moi aussi, je pense que notamment, en fait, paradoxalement, depuis ses restrictions de minutes et ses performances récentes, là, Victor, son rendement a vraiment passé un cap. Après, voilà, Chet, on pourra en reparler plus tard, mais Chet est vraiment impressionnant de régularité et d'efficacité. Ça va être serré jusqu'au bout. Mais je pense quand même que ça va être serré jusqu'au bout, tu vois, parce que finalement, c'est un peu différent aussi. Je suis d'accord avec toi sur le bilan. Mais quand tu es dans une équipe qui est première de sa conférence, c'est un petit peu différent quand même, je trouve, que si tu es juste, tu Ouais, vois, ton équipe elle est sixième et l'équipe de l'autre elle est neuve, tu vois, c'est un peu différent. ouais, t'as raison. En plus, il a quand même un vrai impact sur le succès du Thunder. Allez, on peut passer à un autre match. On va parler par exemple de la grosse perf individuelle de la nuit. C'est celle de Devin Booker avec la victoire des Suns contre les Mavericks. Là aussi, c'est un peu dans le cadre des rivalités, hein. C'est clair. C'est Luka contre Booker, les Suns contre les Mavs. Donc victoire des Suns, victoire écrasante de Phoenix à Dallas, 132-109, 46 points de Devin Booker à 17 sur 23 au tir. Il a été complètement indécent. Voilà, c'est l'adjectif que je vais employer. Ouais, bah c'est ça, du coup, KD a pu se contenter de jouer les lieutenants. Tu sais, on avait parlé un petit peu en début d'année, on avait fait un podcast sur qui sont les meilleurs lieutenants de la NBA et de manière un peu provocatrice. Je crois que toi et moi, on avait tous les deux Ouais. mis KD en premier en disant, bah de toute façon, maintenant, ça va être l'équipe de Book. Ben ouais, voilà, là, c'était. Là, il a juste. Kevin Durant a juste eu besoin de se mettre au service du collectif. Booker était vraiment. C'était son match. Après, je pense aussi qu'il y a quand même cette rivalité, là aussi, Booker-Doncic, où je pense qu'avant le match, tu vois, je serais pas étonné qu'il y ait des petits, comment dire, des petits conciliabules entre KD et Booker et Bill en disant ouais, vas-y, on va jouer pour toi. De toute façon, ce soir, c'est ton match. En tout cas, Booker a répondu présent et belle victoire des Suns qui sont sur une 7e victoire de suite. C'est ça que tu disais, non? C'est ça. C'est ça. Cette victoire de suite pour Phoenix, c'est l'équipe en forme du moment en NBA. C'est l'équipe qui est sur la plus longue série de victoires. Ils sont remontés à la 5e place à l'Ouest. Donc voilà. Donc là, ils s'installent. Ils sont en train de s'installer durablement dans le top 6, je pense, parce qu'il y a un petit écart qui se creuse. Alors, il n'est pas encore énorme, mais il y a un petit écart qui se creuse. Notamment, d'ailleurs, les Mavericks, c'est un de leurs concurrents directs dans cette course au top 6. Donc, c'est toujours intéressant d'aller battre Dallas. Luka Doncic, il a fini avec 34 points, 8 rebonds, 9 passes. Il a fait sortir un fan de la salle aussi. Je ne sais pas si tu as vu cet Si, j'ai vu épisode. ça.
Ouais, c'est un peu spécial, quoi. Le fan, bon, apparemment, le type en question l'aurait harcelé enfin harcelé, lui aurait parlé toute la première mi-temps, mais le truc qui a fait dégoupiller Doncic, en tout cas, qui a été la goutte de trop, c'est le moment où il lui a dit ouais, t'es fatigué, va mettre ton cul sur un tapis de course. Bon, C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'a sorti le journaliste journaliste. d'ESPN. Effectivement, ça peut être l'accumulation plutôt, parce que la phrase en elle-même, je pense que quand il jouait en Liga NDSA, il devait entendre pire, hein, je pense. Donc, je pense pas que ce soit ça en particulier qui l'ait fait découpiller, quoi. C'est ce qu'a dit Doncic d'ailleurs après en conférence de presse. Il a un peu reproché aux journalistes d'avoir fait passer le truc comme quoi, comme si Doncic avait juste craqué pour cette phrase. Il a tenu à mettre en avant le fait que le gars lui a parlé toute la première mi-temps et qu'au bout d'un moment, au début, il voulait pas le virer parce que bon, voilà, il paye des tickets, mais qu'au bout d'un moment, il s'est dit non, mais là, surtout que tu es à domicile en fait, c'est terrible. Ouais. Allez, Il y a, autre. il y a un contentieux quand même entre le journaliste en question Ouais, et les Mavs, ça date pas d'hier parce que Jason Kidd lui avait aussi répondu assez sèchement après un match quand Dallas était sur une série de victoires. Il disait mais quand est-ce que tu... Donc là on est sur une série de victoires, t'as pas de questions à poser sur le fait qu'on gagne alors que dès qu'on perd tu lèves la main. Donc ouais, je pense que là aussi il y a une petite rivalité, rivalité oui au sein même du mec qui suit les Mavs au quotidien, quoi. ouais, bah d'ailleurs, Doncic lui a reproché la même chose. Il lui a dit ouais, toi, en fait, c'est que toujours pour balancer du Ah bon. négatif, t'es le premier, quoi. Autre match, on peut parler de la victoire des Warriors contre les Hawks 134-112. C'était une soirée particulière à Golden State, à San Francisco, parce que déjà ça faisait une semaine que les Warriors n'avaient pas joué suite au décès soudain de Dejan Milojevic, décédé d'une crise cardiaque. Et du coup, il y avait un très bel hommage qui a été rendu à Deki, l'assistant de Steve Kerr, assistant coach de Steve Kerr. Il y avait beaucoup d'émotions. On a vu Draymond Green pleurer, on a vu Klay Thompson pleurer, et derrière, Golden State a surfé entre guillemets sur cette vague d'émotions pour battre les Hawks auxquels il manquait Trae Young. Il n'y avait pas Trae Young du côté d'Atlanta, mais donc victoire 134-112. Ouais, bah, comme toujours, hein, c'est toujours touchant ces moments-là. C'est vrai que finalement, ces athlètes, on les voit assez rarement dans ce type de situation. Pas facile de jouer un match derrière. Voilà, c'est vrai que de tout ce qu'on a entendu dire, c'était vraiment un mec qui était hyper proche des joueurs. Voilà, très sympa. Si vous le connaissez pas, il avait notamment été coach de Nikola Jokic quand il jouait encore en Serbie. Donc c'est un ancien joueur lui-même qui a côtoyé le très haut niveau depuis longtemps. C'était assez touchant. Du côté performance, bah, c'est un peu rassurant quand même de voir les Warriors malgré tout être capables de reprendre des matchs qui étaient à leur portée, parce qu'il y a un moment où ils étaient complètement au fond du trou, on les voyait plus du tout. On en parlait un petit peu avant de commencer le CQFR. Antoine, tu me disais même que tu avais pas eu le sentiment qu'ils avaient joué de manière aussi fluide quasiment depuis le tout début de saison. Ouais, j'ai trouvé qu'il y avait une intensité très différente. Alors évidemment, vu le contexte et vu l'adversaire qui est pas non plus dans le meilleur passage, enfin Atlanta fait pas une très bonne saison, c'est à voir sur la répétition, mais j'ai trouvé que ouais, j'ai l'impression de revoir les Warriors de la deuxième semaine quand ils étaient avec un bilan de 6-1. Ça peut sembler ultra loin, mais il y a eu un moment où Golden State était premier à l'Ouest. Et enfin, oui, deuxième, je sais plus, je crois que Minnesota avait plus perdu, peu importe. J'ai retrouvé ouais, un petit peu tout ce côté-là. Il y a Jonathan Kuminga qui fait un match assez énorme. Il a égalé un record de franchise. Il fait 25 points à 11 sur 11. Voilà, 11 paniers en autant de tentatives. C'est un record pour les Warriors, un record égalé. Il y a eu 25 points de Curry, 24 de Klay Thompson. Et oui, dans l'attitude, en défense, dans l'énergie, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose du côté de Golden State. Mais à voir si ça peut se prolonger sur la saison. Ouais, parce que c'est encore quand même en reconstruction. Là, Draymond Green sortait à nouveau du banc. Il a été très bon aussi en attaque. Lui, il a raté qu'un seul tir, je crois, dans ce qu'il a tenté. Donc, limite, t'as l'impression que cette saison, au bout du compte, ils auront été contraints de se réinventer, de se reconstruire systématiquement. Il y a toujours autant de rumeurs, malgré tout, autour de cette équipe avant l'arrivée de la trade deadline. C'est une des équipes les plus difficiles, je trouve, à cerner pour... Enfin, pas à prédire, en fait. Après, prédire la fin de saison des Warriors, là, c'est quasiment impossible. Chris Ouais. Paul est parvenu, il y aura peut-être des changements au sein du groupe. Là, il y a Kuminga qui remonte, comme tu dis, qui a fait un super beau match. Est-ce que ça va rester au beau fixe? C'est vraiment saison galère après saison galère quand même du côté des Warriors, même si voilà, enfin, les résultats, ça passe un peu après. Bien sûr, Voilà, la mort de Deki les a forcément beaucoup plus impactés encore. c'est sûr.
En termes de classement, juste pour finir là-dessus sur Golden State, ils sont 12e, certes, avec un bilan négatif, 19-22, mais ils ne sont pas si loin des premières places pour le play-in. Alors, il y a un match d'écart avec le Jazz, même s'il y a 3 victoires de plus pour Utah, mais Utah a joué plus de matchs. Voilà, il y a encore la possibilité d'aller chercher au moins le play-in. On verra ce que ça donne pour la suite. Il y avait aussi le premier match des Bucks après le renvoi d'Adrian Griffin. Et les Bucks sont... Oui, là aussi, il y a eu un bel hommage à Adrian Griffin au début du match de la part de une de la belle part danse. des joueurs. Alors j'ai vu apparemment après qu'ils le font toujours. Mais c'est la première fois que c'était mis en avant, effectivement, vraiment. Ouais, ils sont rentrés en dansant, menés par Thanasis Antetokounmpo. Tu te dis, waouh, le timing, le contexte. Tu as ton coach qui vient de te faire virer. C'est toujours une situation un peu improbable. Tu as Doc Rivers qui débarque. Alors, il est coaché pas hier, c'était l'assistant Joe Prunty. Et là, tu vois les joueurs qui arrivent en dansant. Bon, heureusement qu'ils sont heureux quand même. Et du coup, ils ont quand même battu les Cavaliers 126-116. Cleveland était sur 8 victoires de suite avant de jouer Milwaukee. Victoire des Bucks avec un nouveau triple-double de Giannis, 35 points, 18 rebonds, 10 passes. C'est son 3e triple-double sur les 4 derniers matchs. Ouais, c'est clair. Pour revenir sur l'anecdote, tu dis juste qu'il y a peut-être un mec de la com qui aurait dû dire juste ce match-là, le faites pas, on fera le prochain. Ouais, là, je suis d'accord. Puis en plus, tu le postes vraiment sur les réseaux, quoi. Tu cherches la bagarre, quoi. Ouais, en tout cas, bon, c'était. Tu sentais quand même que les mecs avaient envie de gagner. Souvent, c'est jamais neutre, de toute façon, le renvoi d'un coach. Les mecs ont voulu attaquer ce match direct en étant performants face à une équipe qui était en pleine forme aussi. Parce qu'avant cette défaite, si je ne me trompe pas, je pense que c'est les Cavs qui avaient la série de victoires en cours la plus longue du moment. Donc match important quand même pour Milwaukee. Et comme tu l'as dit, Doc Rivers n'était pas encore aux commandes. On verra ce que ça donnera quand il sera en place. Mais ouais, tu sentais qu'il y avait quand même un sursaut d'orgueil de se dire ça la fout mal si on fait virer le coach et que derrière on est catastrophique, ça va vraiment être moche à regarder. Il y a CBS Sport d'ailleurs qui a fait un papier sur les raisons du renvoi d'Adrian Griffin. Alors, ils ont mis 9 points en avant. Je me souviens pas de tous les points, mais souvent c'est des épisodes justement avec les joueurs. Voilà, il y a la fois où Bobby Portis dans le vestiaire a poussé ses coéquipiers à mieux jouer, mais il a aussi pris les coachs à partie et Adrian Griffin à partie en disant non, mais vous devez aussi nous mettre dans de meilleures positions. Voilà, il y a un moment où Giannis, devant tous les journalistes, prend un assistant à part et lui demande d'expliquer certaines choses sur le tableau parce qu'il n'est pas convaincu par le système. Et à la fois, ils ont abandonné les principes défensifs d'Adrian Griffin au bout de 4 matchs, au bout de 5 matchs, du 5e match, ils ont demandé, voilà, il faut arrêter avec ça. On l'avait souligné d'ailleurs dans le CQFR qu'ils étaient revenus en drop, notamment sur les pick and roll. Il y a plein d'épisodes avec les joueurs, donc le licenciement, de toute façon, tu peux t'en douter quand une équipe licencie son coach alors qu'elle a gagné 30 matchs et qu'elle est 2e à l'Est, c'est qu'il y a quelque chose qui passe pas dans le groupe. Et oui, c'est quand même apparemment vachement lié aux joueurs. Donc ça rejoint ce que tu disais, l'envie de montrer derrière, attendez, ok, on a fait virer le coach, mais on sait ce qu'on fait, quoi. Ouais, bon, on verra. On verra si ça leur donnera raison ou pas. En fait, bref, on va pas revenir. Allez écouter le CQFR d'hier, là, où Shai et Antoine revenaient en détail sur la nomination de Doc Rivers. Oui, c'est vrai, parce qu'elle n'était pas encore officielle, et maintenant c'est officiel. Il reviendrait pour 5 ans, d'ailleurs. Il prendrait 5 ans. Les Bucks... 5 ans Ouais, 5 ans. Vas-y. C'est ma stat préférée, vas-y. Ah oui, les Bucks payent actuellement Mike Budenholzer, Adrian Griffin et Doc Rivers, quoi. Ils payent 3 coachs. Ils ont encore 3 coachs sous contrat. C'est fort, quand même. C'est magnifique, ça. Juste le place pour l'anecdote, mais je crois que Mike Brown, donc l'actuel coach des Kings, à un moment, il percevait 3 salaires parce qu'il avait été coupé par les Cavs. Derrière, il avait signé aux Lakers, coupé par les Lakers. Et derrière, il était revenu assistant coach aux Warriors. Là, tu sais que t'es bien. J'ai donné le 5 ans, mais je veux le rechercher. J'ai cru le lire quelque part, mais maintenant, j'ai un espèce de doute. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Doc Rivers a été officialisé. On peut peut-être passer en bref sur les autres matchs de la nuit. On va commencer dans l'ordre. Les Pistons ont gagné. Théo, c'est un... Wouhou
C'est presque un jour férié là à Detroit. C'est clair. Demain, il n'y a pas école, les gars. Vous restez à la maison. Faites pas C'est que la entraînement. Restez au c'est chaud. c'est que la 5. D'ailleurs, peut-être les joueurs vont avoir un jour off, tu sais, genre en mode ah non, là on a besoin de repos. Victoire des Pistons. Bon, c'était contre les Hornets, hein, une autre équipe mal classée à l'Est, mais quand même, ça compte quand même. La 5e victoire de la saison, 113-106. Comme grosse perf, Bojan Bogdanovic, voilà, il a mis 34 points pour mener cette équipe de Détroit. Il y a un seul autre joueur qui a atteint la barre des 15 points, c'est Alec Burks. Tous les autres joueurs sont sous les 15 points. Mais bon, voilà, victoire contre les Hornets. Ouais, c'est ça. Et puis, non, mais en fait, elles sont tellement peu nombreuses quand même les victoires qu'il faut les célébrer. Faut en parler quand même du côté de Détroit qui galère quand même sacrément. Il y a à nouveau Killian Hayes qui a fait un match pas inintéressant quand même. Je sais pas si t'as ses stats sous les yeux, Yes, allez, Antoine, je je les ai te pas les en donne. tête. 6 Ouais, points, 7 rebonds, 8 passes. Et une seule perte de balle en 27 minutes. Il a très peu ouais. shooté. 3 tirs tentés, 2 paniers. Voilà, 6 points, 7 rebonds, 8 passes, une perte de balle. Non, mais on en parlait, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, notamment à la passe. Et, enfin, son ratio passe décisive, balle perdue est vraiment très bon. Ça reste intéressant pour Kylian, quoi, pour la suite. Ouais, clairement. Il fait des bons matchs, quoi. Il faut juste peut-être une pointe de plus au scoring pour Ouais. que tout le monde le remarque, mais en vrai, il fait des bons matchs. Théo, autre match, la victoire des Timberwolves contre les Wizards. Je tease un peu, je sais pour celui d'après où j'ai. Mais d'abord, Minnesota qui allait gagner à Washington. Anthony Edwards n'avait jamais battu les Wizards, je crois. Du coup, il a mis 38 points. Il avait l'air déterminé. Lui aussi, il a créé. C'était pas du tout une affiche de la semaine des rivalités, mais lui, il est allé la chercher. Il l'a créé dans cette. Il lui a dit semaine des rivalités. Attends. Attends, il devait être dans le Guinness Book des records, le seul mec qui avait jamais gagné contre les Wizards. Attends, même toi, Antoine, t'es à 2-0 face aux Wizards en carrière. Terrible. Et du coup, ouais, Bref. bon, voilà, victoire des Timberwolves sans surprise. Gros match de Rudy Gobert, 19 points, 16 rebonds, 4 contre. Et en face, Bilal Coulibaly, c'était un peu plus compliqué. En 20 minutes, il a shooté à 2 sur 7, il a fini avec 4 points. Ouais, Ah, bon. pas un temps de jeu dingue non plus pour Bilal. Il y a quand même le joueur préféré de Shai Mamou qui a été bon hier, Ouais, Deni Avdija, qui a fini avec 24 points, 24, 6 et 6, je crois, si je ne me trompe pas. C'est ça, 24-6-6 et 7 points pour Jordan Poole. Voilà, je Ouais. vais terminer là-dessus. C'est vilain ce que je viens de faire. Victoire des Grizzlies, Théo, contre le Heat. C'est la 4e défaite de suite de Miami. C'est une mauvaise période du côté de Miami. En plus, là, c'était contre une équipe de Memphis. C'était à domicile, à Miami, contre une équipe de Memphis qui ressemble, si on jette un coup d'œil à l'effectif juste comme ça, à une équipe de J-League. Alors moi, c'est un peu méchant parce qu'il y a du talent en vérité. Mais voilà, défaite contre Memphis. Je ne connais même pas le prénom du Williams qui a mis 25 points, c'est Vince. Voilà, j'avais un doute. J'étais même plus sûr de son prénom. Vince Williams a mis 25 points pour Memphis. Et ouais, c'est pas la fête du côté de Miami pour l'instant. En tout cas, c'est une mauvaise période. Ouais, non, match oublié, hein, adresse catastrophique de la part du 8. C'était le premier match de Terry Roger qui devait quasiment débarquer de l'avion. Donc, il a eu du temps de jeu, mais c'est pas si simple, je pense. Quand même, notamment défensivement, c'est pas si simple de se fondre dans ce que le 8 propose. Donc, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est vrai que c'est une défaite qui fait tâche en fait. Je trouve quand t'es le 8, perdre contre ces Grizzlies là, ça fait tâche. Les 4 de suite, effectivement, c'est embêtant. Maintenant, voilà, je pense que on n'arrête pas de le dire, cette équipe, bien sûr, elle veut finir le plus haut possible, mais c'est pas l'objectif principal quand t'es le 8, c'est d'avoir moins de blessés au moment où tu abordes les playoffs et d'être lancé. À voir, quand même, je suis curieux de voir. Je sais que vous avez parlé du trade de Terry Rozier un petit peu hier avec Shai. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Je me demande si c'est fini ou pas du côté de Miami, ou s'il y aura d'autres ajustements. On sait qu'ils ont peu de marge de manœuvre, mais je suis curieux de voir quand même ce qui se passera s'ils arriveront à se renforcer encore un peu à la marge. Ouais, puis il vaut mieux avoir une mauvaise passe là, maintenant, en janvier, qu'en avril, de C'est toute clair. façon. Donc on verra comment ils vont réagir à cette série de défaites. De toute façon, Miami a encore un peu de place. Enfin, comment dire, le Heat est 6e. Comme tu l'as dit, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, à la limite, c'est de ne pas avoir à jouer le play-in. Et pour l'instant, Miami garde sa 6e place. Autre match, victoire des Trailblazers en prolongation contre les Rockets. Ça aussi, c'est une défaite un peu délicate quand même pour Houston qui veut se mêler à la course au play-in, mais qui perd un peu de terrain. 30 points, 10 rebonds et 8 passes d'Alperen Sengun, mais défaite après prolongation avec un panier assez incroyable de Jeremy Grant pour arracher justement la prolongation. Et 33 points d'Anthony Simons.
Ouais, Et bref, panier assez victoire de fou, hein. Portland. Le panier de Ouais. Jeremy Grant, là, je pense que effectivement, tu comprends que les Blazers soient arrivés en prolongation plus remontés que Houston, parce que je pense que Houston pensait vraiment que le match était gagné. Le tir à 3 points avec la planche là, pour arracher la prolongation, c'est quand même assez chaud. Et non, mais c'est quand même intéressant du côté de Portland, il y a du mieux quand même. C'est dur, mais il y a du mieux, je trouve. Yes, bah on a fait le tour, Théo. Oui, et pour Portland, tu as raison d'ailleurs. C'est quand même une équipe qui a 13 victoires. On n'est pas sur le même bilan que les Hornets, que les Pistons ou que les Wizards, justement, pour comparer avec des équipes de l'Est, ou même les Spurs pour rester à l'Ouest. C'est vrai que Portland a quand même quelques victoires. Il y a Malcolm Brogdon qui joue plutôt bien à chaque fois. Et c'est une équipe qui. Et Dominaton, DeAndre Ayton, voilà, dont on s'est moqué hier, il a fait 18 points, 17 rebonds. Voilà. Enfin, il suffisait de C'était le piquer un décalage peu. horaire. Fallait attendre 24 heures. Exactement. Mais oui, pour le coup, lui, il a fait un bon match lui aussi. Donc voilà, de toute façon, il y a des bons basketteurs dans cette équipe. Quand tu as Grant, Brogdon, Simons, etc., il y a quand même quelques bons joueurs. Carrément. On va se laisser là-dessus. Aujourd'hui, sur la chaîne, il y a le replay de la late session qui sera disponible cet après-midi. Vous pouvez toujours retrouver le podcast du début de semaine. Vous pouvez surtout aussi envoyer vos questions. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un petit rappel comme ça. Vous pouvez envoyer vos questions à l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. On répond, enfin, Théo les sélectionnera et on y répondra avec Shai dans le 6e CQFR qui est posté le samedi matin. Donc n'hésitez pas, c'est le moment voilà, si vous avez des interrogations ou des analyses que vous voulez partager, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou vos remarques. Et voilà, et Théo se chargera de les sélectionner. Absolument, je chercherai les plus dures d'entre elles pour essayer de coincer Shai et Antoine. Il nous a quand même déjà posé une question sur la J-League. Hein. C'est vrai. Sans vous dire, enfin, du coup, vous nous avez posé une question sur de la J-League et Théo nous l'a prise pour nous piéger. Et effectivement, on n'avait pas les réponses. Mais bon, vous pouvez, voilà, n'hésitez pas à essayer de nous piéger. On va vous souhaiter à tous une bonne journée et on se retrouve demain. Ciao, Salut à ciao. tous.